Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité exceptionnel, comme le disait Laure, c'est Pierre-Étienne Franc. Vous ne le connaissez pas et pourtant, c'est un homme essentiel dans l'avenir, la transition énergétique de notre pays. C'est Monsieur Hydrogène. Laure vous a baptisé comme ça. Ça fait quelques temps que les gens me baptisent. En tout cas, vous venez de lever auprès, pas n'importe qui, Air Liquide, Total Energy, Vinci, Airbus, EDF, CMA CGM, 2 milliards d'euros pour soutenir la filière hydrogène. On parle beaucoup d'électrique au cours de ces dernières semaines et derniers mois. Vous voulez parler d'hydrogène. Vous savez qu'il y a deux camps en France. Il y a la team hydrogène, la team électrique. Mais en fait, les deux camps sont très complémentaires. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est qu'on ne pourra pas décarboner toute l'économie et passer à une situation zéro carbone sans avoir un mix des deux. Vous avez besoin des batteries, bien sûr, pour les voitures qui font des trajets urbains quotidiens. Mais dès que vous êtes sur des mobilités intensives ou très lourdes avec des camions sur plusieurs centaines de kilomètres, que vous voulez circuler toute la journée, faire plusieurs shifts, comme un taxi, l'autonomie d'une voiture électrique hydrogène et puis le temps de charge sont très rapides. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ça. Vous dites voiture électrique hydrogène. Oui, parce que de toute manière, le futur de la mobilité, c'est l'électrique. Ouais. Et l'hybridation de l'électrique, c'est l'électrique et l'hydrogène. Ouais. Pour avoir le complément d'autonomie dont vous avez besoin et pouvoir recharger rapidement. Et donc en fait, le grand débat pour les OEM, pour les constructeurs, c'est quand est-ce que j'amène ces différentes solutions. Mais ils ont tous des plans. Renault en a, Stellantis en a, Volvo, Daimler, MAN, Hyundai, Toyota ont tous soit des séries en circulation, il y a plus de 50 000 véhicules hydrogène qui tournent quand même dans le monde, les gens ne savent pas parce qu'en France il n'y en a que quelques centaines, soit ils ont des séries en déploiement, soit ils ont des prototypes en discussion. Vous avez quelques startups emblématiques en France aussi qui font des choses. Opium, avec Savakina, on en parlera, oui. Donc en fait, ça, c'est un gros sujet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est gentil de me poser cette question, c'est la raison pour laquelle, au départ, au sein d'Air Liquide, où j'étais avant, on a imaginé de construire un fonds. Pour dire, il faut aider à déployer cette infrastructure, parce que si on n'a pas de station hydrogène, on ne peut pas déployer les véhicules. Ceci dit, la différence avec les batteries, c'est que quand on les a, ensuite, on peut déployer beaucoup de véhicules rapidement. Tandis que les batteries, il faudra toujours ajouter des bandes de recharge. Mais passons, ça c'est un autre sujet. Et puis ensuite, on a construit un fonds qui va gérer aussi l'amont. Pour ça, il faut que l'hydrogène soit vert, qu'il soit produit de manière compétitive, et il faut aussi servir d'autres secteurs qui vont devoir se décarboner l'hydrogène, qui sont l'industrie lourde, la sidérurgie, et puis tous les usages de l'hydrogène actuel qu'il faut passer du gris, hydrogène à base de gaz naturel, au vert. L'ammoniac, quand même, ce qui nous permet de nous nourrir, quand même, les engrais, et puis l'ensemble de la pétrochimie et du raffinage. Vous avez levé 2 milliards d'euros à 50-50 entre industriels et financiers. Il y a eu un tel succès que vous avez dit stop. Oui, on arrête, on a assez d'argent. On avait, parce que quand on monte des fonds, il faut quantifier la taille de façon à être suffisamment gros pour peser et suffisamment petit pour être sélectif. Parce que si vous êtes trop gros pour le marché, après vous n'êtes pas assez sélectif, donc la capacité à être performant et rentable n'est pas bonne. Donc on a dit, on avait un chiffre un peu en dessous de 2 milliards au départ. On a vu qu'on avait de quoi arriver facilement, entre guillemets, à 2 milliards. Grâce aussi au soutien, on est deux, c'est une JV entre 5T Hydrogène et Ardian, qui est quand même un très gros asset, le plus gros asset majeur européen. Donc on avait de quoi lever avec un équilibre qui est essentiel entre les industriels et les financiers, parce que les uns c'est une auto-émulation. Les industriels donnent confiance aux financiers et les financiers donnent de la valeur à ce que les industriels ont amené. Et donc on s'est dit, c'est bon. On a pu aller un peu plus haut, mais on s'est dit, c'est bon. Déployons ça correctement, rapidement, et ensuite on verra d'autres choses. Alors, pardon, les investissements, du coup, ça va être quelle cible? Il y a 3 investissements qu'on connaît, 2 Allemands, un Espagnol, pas encore de Français. C'est très early stage en France. L'hydrogène, vous allez sélectionner comment? Alors en fait, les déploiements, essentiellement c'est un fonds qui se dit d'infrastructure. Donc l'idée c'est de déployer, rentrer dans des sociétés ou dans des projets qui vont devenir gros et qui vont créer les infrastructures de demain, de production, de distribution, d'usage. Donc les premiers qu'on a fait, c'est des développeurs de projets, notamment allemands, mais ils ont des projets en France. Il y en a un, il a un projet qui s'appelle Innovera en France, qui consiste à réhabiliter le site de Gardanne pour faire un site de Sustainable Aviation Fuel, donc pour les fuels de synthèse qui sont toujours un mélange d'hydrogène vert et de carbone pour alimenter les avions. Le deuxième Enaga, c'est pour faire de l'hydrogène vert à partir du renouvelable compétitif européen qui est en Espagne. Il n'y en a pas tellement d'autres. Il y a en Espagne et dans le nord de l'Europe pour l'offshore. Et avec ça, je fais de l'hydrogène bas carbone, pas cher, et je peux décarboner l'acier ou les engrais. Et le troisième,
c'est le réseau de stations hydrogène, donc c'est Laval, c'est la mobilité, en Allemagne, réseau national, qu'on doit faire grossir, repackager, entre guillemets, pour qu'ils servent les flottes captives et les véhicules intensifs. Donc, en France, on va faire, bien sûr, on a des discussions avec tout un tas d'acteurs pour développer des projets. Simplement, on vient sur un sujet central, c'est la rapidité avec laquelle on est capable de déployer et notamment de mettre en place les incentives et les politiques publiques. L'Europe a annoncé, et la France, il y a 2 ans, au moment du Covid, en juin 2020, Fit for 55, grande stratégie remarquable. Ensuite, on a eu 2 ans de mise en œuvre très compliquée avec des processus dérogatoires européens qui font que c'est seulement maintenant que la Première ministre a pu aller inaugurer les résultats de ces vagues dérogatoires et qu'on va pouvoir commencer à déployer les projets. Dans le même temps, aux États-Unis, en même temps, il y a 3 semaines, plan Biden, boum, Ouais. $3 du kilo, garantie pour tous ceux qui sont verts. Pas de contraintes de calcul, de méthodologie, etc. très complexes. Et donc, ils vont dérouler des projets à toute allure. Alors, la grande question que tout le monde se pose, vous l'avez dit, il faudra sans doute et de l'électrique avec batterie et de l'électrique hydrogène. Simplement, on a un peu mis tous nos œufs dans le même panier, notamment les constructeurs automobiles européens qui se sont soumis à la forte pression des autorités européennes. Virage total vers l'électrique. On voit avec Renault qui va créer Ampère. On voit pour Stellantis. On a vu l'interview croisée de Tavares d'Emeo. Ils disent... Bon, on le fait parce qu'on est obligé, mais ça va peut-être un peu vite et c'est peut-être un peu trop contraint. Est-ce qu'on n'aurait pas dû mieux répartir entre électrique et hydrogène ? C'est pas fini. La bataille où le déploiement commence. Maintenant que l'Europe a dit 2035, plus de moteurs thermiques. Ouais. Là, tout le monde se réveille. Le patron de BMW, il y a un mois, a dit bon, on va lancer des SUV hydrogène et il faudrait quand même qu'on revisite la place de l'hydrogène dans les véhicules. Ouais. Parce qu'effectivement, si demain, j'ai pas thermique et j'ai pas d'hybridation, donc j'ai pas de véhicule qui me permet de faire faussement de l'électrique, parce qu'en fait, je fais surtout du thermique. Du coup, il faut que je trouve un complément d'autonomie, et donc l'hydrogène va venir par là. Et on a quand même jusqu'à 2035. Donc ça va commencer par des déploiements de série dans les véhicules intensifs, les véhicules commerciaux. Donc Renault a sa JV avec Plug, Hyvia, ouais. Stellantis a annoncé des véhicules commerciaux, Iveco va sortir des camions. Donc tout ça va se déployer entre maintenant et 2030, et je pense qu'on va revenir vers du véhicule un peu plus light, passager, des véhicules individuels, ouais. Après. Alors vous allez à l'inverse de tous les hurlements de Sioux qu'on entend sur ce plateau en disant ça n'est pas possible, la puissance publique fait n'importe quoi, on va casser l'outil industriel. Alors moi je vais pas mettre à la place des constructeurs. Non, vous dites la politique impulse un mouvement et elle est... La société doit faire des choix. On est obligé de basculer. Si on ne bascule pas avec des réglementations très claires, on n'y arrive pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est donner les moyens. Donc aujourd'hui, l'Europe dit on va passer on sort du thermique et doit déployer maintenant les infrastructures permettant aux constructeurs de déployer. Aujourd'hui, il y a des projets, un gros projet de directive européen qui s'appelle l'AFIR, qui doit déployer des bornes de recharge électrique, des bornes de recharge hydrogène, des bornes de recharge CNG. Si cette directive n'est pas déployée rapidement, si on parle de quelques millions de bornes de recharge, de milliers de stations hydrogène, si évidemment on ne la met pas en place dans les 8 ans qui viennent, les constructeurs pourront jamais déployer leurs véhicules. Donc oui, il faut donner le ton, mais derrière, il faut mettre en place les supports publics pour arriver à déployer les infrastructures nécessaires. Sur l'hydrogène, parce que c'est votre évidemment cœur de cible, est-ce que ça peut aller jusqu'à la voiture particulière à hydrogène ? Vous savez qu'on a reçu déjà plusieurs fois ici le patron d'Opium, cette start-up française qui a conçu un véhicule, je crois que sur votre smartphone, vous avez la vidéo, vous l'avez testé. Ça marche très bien. Hydrogène, elle a une autonomie de 1000 km, vous pouvez la faire le plein en 3 minutes. Alors pour l'instant, elle coûte un peu cher, 120 000 €. On peut la précommander, ça coûte 400 €. Est-ce que vous y croyez à la Machina ? Écoutez, moi, depuis le début, on a été, alors là pour le coup au titre d'Air Liquide, mais aujourd'hui dans le fond aussi, des promoteurs de l'usage de la véhicule électrique hydrogène. Quand même, Toyota et Hyundai ont des dizaines de milliers de véhicules qui tournent. La Corée, il y a 20 000 véhicules, le Japon 10 000, la Californie 10 000. Donc ça fonctionne, ça marche, on sait que c'est très efficace. C'est très efficace en termes de confort utilisateur, de performance utilisateur. J'ai une autonomie fantastique et je recharge en 3 minutes. C'est moins efficace son cycle global par rapport à une batterie, mais moi, mon problème, c'est d'avoir une voiture qui tourne plusieurs centaines de kilomètres. Donc, Opium, oui, c'est une très belle voiture. Elle a tout pour réussir. Il faut simplement que la puissance publique mette en place les supports pour déployer les infras, et Opium pourra se focaliser sur produire massivement ce véhicule qui essaye de faire du Tesla, entre guillemets, bis sur l'hydrogène, et qui, s'il est fait correctement, peut tout à fait marcher. Ils ont une très belle équipe, ils ont des moyens, ils sont motivés. Vous l'avez précommandé ? Je n'ai pas encore précommandé parce que je crois qu'ils n'ont pas encore lancé les précommandes. Si. Ah bon, c'est fermé, il faut... Mais est-ce que vous allez investir dans ce type de écoutez, alors deux choses. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est investir dans les projets d'infrastructure qui permettent de les accompagner là-dessus. Ensuite, investir dans une société comme Opium, c'est pas le rôle de ce fonds.
Ensuite, on verra plus tard. Toujours autre chose. minoritaire, hein, les investissements. Plutôt parce que ce qu'on veut, c'est c'est catalyser. Je ne sais pas si c'était clair dans le communiqué, mais nous, on a en gros 2 milliards à déployer. Ouais. Mais ce qu'on essaie, c'est de le faire avec d'autres, de façon à avoir un effet de levier. Si on arrive à mobiliser avec ces 2 milliards 20 milliards de projets, alors on a réussi. Ça veut dire que l'effet de souffle du fonds a fonctionné. Olivier. Voilà, Pierre-Étienne Franck, cofondateur et directeur général de I24. Aïe. Alors oui, I24. Comme aïe, aïe, le aïe. logo est joli, mais la prononciation n'est pas toujours très simple. Nous, on a mis la matinale à le faire, mais je crois que là, on est Ah oui, bon. c'est bon, I24, vous êtes on a fini par y arriver.